Bonjour et bienvenue aux fonds patrimoniaux de la Bibliothèque municipale de Marseille. Nous vous proposons une petite série de vidéos pour vous expliquer la collection d'incunables de la bibliothèque. Nous avons 144 incunables ici à Marseille qui vont de 1470, date des deux plus anciens imprimés conservés par les fonds patrimoniaux de la bibliothèque, à la période qu'on considère comme la fin des incunables. L'objectif est de vous présenter une petite série de vidéos qui vous présenteront les différents aspects de ces ouvrages. D'abord, qu'est-ce qu'un incunable ? La notion d'incunable est une notion de collectionneur plus qu'une notion scientifique. La définition exacte est la suivante. Du latin incunabula, c'est-à-dire berceau. C'est un livre occidental imprimé entre 1450 et la fin de l'année 1500. Cette dernière date est nécessairement flottante car elle prend en compte les systèmes de datation utilisés à l'époque qui ne font pas commencer et terminer l'année au même moment. Cela peut être en fonction des lieux, des pratiques et des usages. À Pâques, on appelle cela le style de Pâques. À Noël, on appelle cela le style de la Nativité. Au 1er mars, par exemple, c'est le cas du style de Venise. Au 25 mars, on parle du style de l'Annonciation. Au 1er janvier, on parle tout bêtement de style du 1er janvier. Comme vous voyez, les choses sont diverses. Les spécialistes passent de nombreuses heures justement à essayer de décrypter quel est le style utilisé pour la datation d'un livre de cette époque-là et de le convertir dans notre système actuel qu'on appelle le calendrier grégorien et qui n'a été mis en place progressivement en Europe que dans la deuxième moitié du XVIe siècle. D'un point de vue d'historien du livre, il n'y a pas vraiment de différence flagrante entre un livre imprimé dans les dernières années du XVe siècle et un livre imprimé dans les années 1500 ou 1510. Les incunables ressemblent fortement à des manuscrits dans la plupart des cas, donc même si les caractéristiques propres à l'imprimé commencent à se mettre en place. La raison est toute simple, c'est parce qu'ils sont faits comme des manuscrits. L'objectif des premiers producteurs de livres imprimés, c'était de faire des manuscrits de façon mécanisée et plus vite. Ce n'est que dans les années 1530 que les caractères propres aux livres imprimés s'affirment de façon définitive. Pour observer justement cette non-différence entre un imprimé très ancien et un manuscrit, je vous propose de découvrir le bréviaire d'Autun, imprimé à la demande du cardinal Rollin, qui était un homme très important à la cour du duc de Bourgogne à la fin du XVe siècle, à Paris, à l'atelier du Soleil d'Or, qui est le premier atelier typographique installé à Paris. Nous en reparlerons dans une autre vidéo. Donc, comme on peut voir, cet ouvrage a gardé une portion de sa reliure d'origine qui était très décorée, mais a été relié et re-relié à une époque plus tardive et il est très abîmé. Et lorsqu'on l'ouvre, en fait, on ne voit pas vraiment la différence avec un manuscrit, tout simplement parce que l'imprimeur en fait, n'a fait qu'imprimer le texte et ensuite il y a un rubricateur, c'est-à-dire l'homme qui fait les rubriques en rouge, du mot ruber en latin qui veut dire rouge, qui est passé par là. Donc comme vous pouvez le constater, ça ressemble beaucoup à donc un bréviaire manuscrit de la même période avec ces belles initiales noires et rouge et bleu qui se succèdent et de nombreuses choses qui sont rajoutées à la main a posteriori. La typographie est donc en bâtarde gothique, qui est la typographie utilisée de façon très classique à Paris à cette époque-là, et qui ressemble beaucoup aussi à l'écriture manuscrite que l'on utilisait dans les livres de cette époque, donc à Paris. Voilà. Comment s'est fait un incunable d'abord ? En fait, les techniques artisanales de fabrication du livre n'ont pas changé ou de façon très marginale entre l'époque de Gutenberg et la fin du XVIIIe siècle. Cela se décline en 6 étapes successives. Un point important à noter est la différence de l'organisation des pages d'un livre imprimé
d'un livre imprimé, donc composé de façon artisanale par rapport à nos imprimeries modernes. En effet, le texte est imprimé sur des feuilles de grande taille qui sont ensuite pliées en cahiers, ce qui veut dire que donc, le pliage de ces grandes feuilles détermine ce qu'on appelle le format bibliographique. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand donc on prépare l'impression d'un ouvrage, on va penser à la répartition du texte et aussi à l'orientation du texte sur la page, de façon qu'une fois le pliage réalisé, on ait l'effet d'un livre imprimé comme on en a l'habitude. Donc, le recto-verso est totalement artisanal et cela demande de la part des imprimeurs un très grand effort de calage et de repérage des différents éléments du texte. Et ça veut dire aussi que lorsqu'on va composer le texte au fur et à mesure pour l'imprimer, on ne va pas commencer par la page 1, puis la page 2, puis la page 3. En fait, on va commencer par la page 1 et ensuite en regard, on va poser la page 4 et ainsi de suite. En fait. Donc du coup, ça demande aussi une gymnastique intellectuelle assez importante et ça demande de découper aussi le texte de façon préalable. L'organisation du texte sur la feuille tient compte de la façon dont cette feuille va être pliée. Les formats bibliographiques sont les suivants. Vous avez peut-être déjà croisé ces termes à droite et à gauche. In plano, la feuille n'est pas pliée. In folio, la feuille est pliée une seule fois. In quarto, la feuille est pliée 2 fois, ce qui donne 4 feuillets. In octavo, la feuille est pliée 4 fois, ce qui donne 8 feuillets. Au XVIe siècle, on voit apparaître d'autres formats plus complexes, le in 12, 6 feuillets qui peuvent être obtenus de façon différente, ou le in 16, la feuille est pliée 8 fois, ce qui donne 16 feuillets. Les 6 étapes de fabrication d'un livre ancien sont les suivantes. On en a déjà parlé, la première est la composition. Je vous propose donc de suivre ces étapes à partir de quelques images de l'époque qui permettent de voir comment est organisé un atelier typographique. Donc, d'une part, la Grande Anse macabre imprimée à Lyon par Martin Huss en 1499 et d'autre part, la marque de l'imprimeur Josbad à Paris qui représente, qui est très connue justement pour représenter un atelier d'imprimerie. Donc, si vous voyez, donc là, au fond, à droite de la marque de Josbad, vous avez un imprimeur, un compositeur qui est assis et qui poste devant lui le texte posé sur un pupitre. Il doit reproduire le texte à partir d'un modèle manuscrit ou imprimé. Dans le cas d'un manuscrit, le découpage a été réalisé au préalable pour définir la répartition du texte dans les pages. Dans le cas où il recopie un imprimé, c'est beaucoup plus facile parce que dans ce cas-là, en fait, il va simplement se contenter de reproduire ce qui a déjà été fait par l'imprimeur précédent. Le compositeur sélectionne les caractères d'imprimerie dans la casse, c'est-à-dire la grande caisse qui est disposée devant lui et qui contient les caractères d'imprimerie rangés dans l'ordre, dans un ordre déterminé. Notamment, les majuscules sont plutôt dans la partie haute de la casse, les minuscules sont dans les parties basses de la casse, c'est pour ça qu'on parle de caractères de bas de casse pour parler des minuscules. Donc, le compositeur va composer le texte ligne à ligne. Il tient en main un composteur, qui est une sorte de réglette, dans lequel il va disposer les caractères d'imprimerie les uns après les autres. Et une fois la ligne complète, il dépose l'ensemble dans la forme, qui est le bloc qui va être passé sous la presse. La deuxième étape est l'assemblage de la forme. La forme correspond à une face d'une feuille d'imprimerie. Elle contient l'ensemble du texte ainsi que divers accessoires qui aident à une bonne disposition, des éléments de calage pour définir des interlignes réguliers, des espaces entre les lettres et entre les mots, des bois gravés divers pour l'illustration par exemple, ou les vitrines, quand ces éléments apparaissent, des blocs neutres qui visent à réserver des espaces blancs dans la page. Tous ces éléments, une fois bien en place, les ouvriers vont cercler la forme pour empêcher tous les éléments qui la composent de bouger et vont la lier solidement. Donc, sur la gravure de Martin Huss, on voit bien l'ouvrier, le composteur, donc, sélectionner dans la casse les différents caractères typographiques, les disposer sur la réglette, et on voit donc un morceau de la forme lié et cerclé disposé sous la presse.
Le passage sous presse est la troisième étape. La forme, installée sur le marbre de la presse, c'est-à-dire la plateforme à l'avant de la presse à imprimer, est ancrée au moyen de tampons. Donc des tampons qui sont des boules de chiffon imbibées d'encre d'imprimerie. Les ouvriers qui gèrent la presse s'appellent les pressiers, de façon très peu originale. Ils font basculer la forme ancrée sous la vis de la presse, la vis étant le grand dispositif vertical qui sert à exercer la pression sur la presse à l'aide d'une grande barre qu'on appelle le barreau. Donc on va donner un coup de barreau. Une fois qu'ils ont disposé sur la forme, en fait, une feuille de papier humidifiée sur lequel l'encre répandue sur la forme va s'imprimer. Donc une fois l'encre imprimée sur la feuille de papier est retirée de la presse. Vous avez maintenant une épreuve. Donc la quatrième étape de l'impression va être la correction. Donc cette épreuve est d'abord tirée et revue par le correcteur, qui peut être dans certains cas l'auteur du texte, mais pas systématiquement. Donc le correcteur va être entre guillemets l'intellectuel des différents employés d'un atelier typographique. Son rôle est de vérifier les textes, la correction de ce qui est imprimé, de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et, le cas échéant, quand c'est l'auteur qui intervient sur son propre texte, de faire quelques corrections marginales lorsqu'elles sont nécessaires. Le correcteur a très peu de temps pour donner son visa. Une fois la feuille validée, les pressiers impriment l'ensemble du tirage avant que la forme soit démontée et les caractères redistribués dans la casse. Une éventuelle correction peut être effectuée donc sur le marbre, c'est-à-dire directement dans la forme assemblée et prête à être passée dans la presse. Il arrive fréquemment que les corrections soient en réalité effectuées en cours de tirage. Elles seront aujourd'hui repérables dans un livre au fait que certains exemplaires sont corrigés, mais pas d'autres. Cela n'indique pas une édition différente, mais simplement une temporalité différente en fait, de l'intervention des ouvriers dans l'atelier. Il peut aussi arriver que certaines corrections légères soient réalisées après coup à la plume. Ces méthodes de fonctionnement justifient l'impression d'errata, c'est-à-dire une liste d'erreurs, un relevé d'erreurs repérées après la réalisation de l'ensemble d'un tirage, qui sont listés sur une page ou un feuillet ajouté en fin d'ouvrage. La cinquième étape est le séchage du papier. Vous vous rappelez, j'ai dit à l'instant que pour être imprimé, le papier devait être humidifié. Les feuilles de papier imprimées qui sortent de la presse sont donc humides. Il faut les faire sécher avant toute chose. Elles sont généralement suspendues sur un fil dans l'atelier avant d'être empilées dans l'attente de l'opération suivante. On va voir cette opération notamment dans les gravures qui ont été faites au XVIIIe siècle pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui représente aussi le fonctionnement d'un atelier typographique et dont les différences de fonctionnement avec ces gravures très anciennes ne sont pas très importantes. On procède généralement à l'impression de l'ensemble des rectos d'une édition avant d'imprimer les versos, sauf exception et format particulier. La sixième et dernière étape est l'assemblage des cahiers et la vente du livre. Une fois l'ensemble des feuilles imprimées, les cahiers sont assemblés, c'est-à-dire qu'on va plier les feuilles et on ne va pas les découper à ce moment-là. Donc on va simplement les plier et les mettre dans l'ordre. Il n'y a pas ou presque de reliure effectuée directement dans un atelier. Dans le cas où l'imprimeur n'est pas aussi libraire, il va livrer l'ensemble du tirage en feuilles, c'est-à-dire non relié. Tout au plus, le livre sera-t-il enveloppé dans une feuille de papier pour le protéger des salissures. Le libraire vend les ouvrages de cette manière. La reliure est toujours réalisée à la demande de l'acheteur. Et dans l'immense majorité des cas, elle est effectuée dans un atelier indépendant dont c'est le métier. En librairie ancienne, il n'y a pas de notion de couverture. La page de titre est souvent ce qu'un éventuel acheteur va voir en premier dans la librairie, d'où son importance. Donc c'est ainsi que dans la gravure de Martin Huss, vous voyez la librairie qui est jointe, donc vous voyez en fait le pilier central qui est aux 2/3 de l'image, va séparer bien l'espace de l'atelier d'imprimeur de l'espace en fait de la librairie où vous voyez des livres qui sont empilés sur des étagères pour en préparer la vente. Pour faire fonctionner une presse, il faut généralement un compositeur, 2 pressiers et un correcteur. La présence de plusieurs presses dans une imprimerie est donc le signe d'une grande capacité d'investissement, car le matériel est cher et il faut pouvoir payer les salaires.
Il est rare qu'une officine fonctionne avec plus de 2 ou 3 presses, donc on est vraiment à un âge artisanal. Le correcteur doit généralement naviguer entre les différentes presses de l'atelier, ce qui fait que si l'auteur n'est pas présent en personne dans l'atelier au moment du tirage, le risque d'erreur est plus grand. Il faut également noter que pour les textes en langue vernaculaire, notamment en français, orthographe et ponctuation sont des règles d'usage qui peuvent varier localement plus que les règles fixes. Dans l'immense majorité des cas, ce sont les habitudes du compositeur ou du correcteur que l'on trouvera sur la page imprimée plus que les choix d'auteur, ce qui doit inviter à la plus grande prudence dans l'utilisation de ces éléments dans le cadre d'un commentaire littéraire. Et pour conclure cette petite séance, je vous propose de découvrir un autre incunable, un peu plus récent que l'incunable imprimé dans l'atelier du Soleil d'Or. Il s'agit de commentaires de Pline l'Ancien, imprimé à Rome à la toute fin du XVe siècle. Il s'agit là d'un livre humaniste qui va être imprimé en caractère romain et qui a toujours des caractéristiques proches du manuscrit, mais qui va avoir un aspect beaucoup plus moderne, notamment par l'emploi du caractère romain, mais pas seulement, par la recherche de la mise en page et par différentes techniques typographiques. Et vous voyez que ce livre est très différent du Bréviaire d'Autun et que là, on est en train d'entrer progressivement dans la modernité de la Renaissance. Le prochain épisode sera consacré à la façon dont les bibliothécaires aujourd'hui peuvent identifier ces incunables et les attribuer aux bons auteurs, imprimeurs et libraires.